À toutes et à tous. Il paraît qu'on m'entend. Oui, on m'entend formidable. Pour cette table ronde, pour une sexualité inclusive et antivalidiste, on accueille avec nous, on a une table, un panel de génie pour cette table ronde, avec notamment, on commence évidemment par les héros du jour, avec Daniel Unchalves, réalisateur du film Accessibility. Bonjour. On vérifie quand on enregistre. Boa tarde. Espero que vocês tenham gostado. Bon après-midi, j'espère que vous ayez apprécié. La salle l'a témoigné et on saura maintenant, il faut pas aller dessus où une salle se lève. C'est formidable. J'ai aussi, vous êtes membre du jury cette année du FIFDH et vous êtes également cinéaste, réalisatrice du film Is There Anybody Out There qui était projeté l'année dernière au FIFDH d'ailleurs. Donc on se retrouve. Re-bienvenue à Genève. Votre film, on en parle, hein, 4 victoires, 9 nominations, dont vainqueur au Film Festival en Pologne. Bienvenue à Genève et merci d'être avec nous. Merci, merci. Désolée, je ne savais pas que vous parliez de moi. On dirait que ça me ressemblait, mais c'est très embarrassant. C'est beaucoup de confusion avec ces casques sur la tête. Elena Pont, vous êtes maîtresse assistante à l'Université de Genève en section des sciences de l'éducation et vous vous intéressez notamment au parcours éducatif et professionnel des personnes en situation de handicap. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci Malik. Je crois qu'on ne vous a pas entendu, je crois qu'on ne m'a pas entendu. Est-ce que mon micro marche? Ça fonctionne? Je crois qu'il faut le rallumer. Et voilà, là maintenant? Non plus. Je crois qu'on ne m'entend plus non plus. Et celui-ci? C'est général. C'est bon, quoi. Au moins, tout le monde se tait. Et là? Oh, hello. No, it's not working. Ouais, pas de souci. Hello. On m'entend, Daniel. On m'entend aussi. On est de retour. Youpi. Hein? On est de retour sans Elena. Allô? Oui. On est de retour avec Elena. Hello? Mine is working. Oh. This is working. Okay. Oh. No, you can hear me now. Yeah. Thank you. Et là? Oui. Mais oui, on entend tout le monde. Je disais, donc, vous êtes maîtresse assistante à l'Université de Genève en section des sciences et de l'éducation. Vous vous intéressez au parcours éducatif et professionnel des personnes en situation de handicap. Bienvenue. Merci Malik, bonjour à tous, toutes. Et puis, on accueille en direct de Paris, en visioconférence, maître Elisa Rojas, avocate militante antivalidiste et autrice notamment de Mr. T et moi, aux éditions Marabout, l'histoire d'un râteau. Alors moi, j'entends rien. C'est le petit vous problème n'entendez rien. technique. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, moi, j'entends absolument pas Nous, on ce vous qui se entend. passe dans la salle.
Est-ce que vous nous entendez, Elisa? C'est décidément un débat sur les situations du handicap. C'est formidable. Est-ce que Elisa nous entend en direct de Paris? Je ne pensais pas Paris si loin. Non, toujours pas. J'entends rien. Désolée. Eh bien, écoutez, je vais me permettre de démarrer le débat. Vous nous... Ah, voilà. Merci. Là, voilà. Vous êtes avec nous, formidable. Bonjour. Bonjour, Et je Elisa. m'entends par contre en retour, c'est un peu bizarre. On va y arriver, on va y arriver. Je ne disais, vous êtes avocate militante anti-validiste, vous avez publié Mistati et moi aux éditions Marabout, c'était en 2020, c'est l'histoire d'un raton raconté avec humour et impertinence, un roman love story, mais aussi infiniment politique. Je vous souhaite la bienvenue à tout cadre de ce débat présenté avec le centre Maurice Chalumeau en séance des sexualités de l'Université de Genève et avec le soutien de la Fondation Pro-Victimis. Daniel Unchalves, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir ce débat avec vous. Évidemment, vous avez réalisé un premier film qui était avant tout autobiographique, et puis ce deuxième film avait la sexualité comme principale thématique. Qu'est-ce qui a été le moteur de ce film? Pourquoi ce sujet avant les autres? L'idée du film, l'idée de l'accessibilité est issue suite après mon premier film qui s'appelait Mon nom est Daniel. Mon nom est Daniel parlait de mes expériences affectives et sexuelles. Et pendant les conversations que j'ai eues, j'ai vu la naissance, l'expérience de ceux qui ont monté ce film avec moi. Et j'ai eu la volonté de construire ce film sur cette séquence spécifique qui traitait de ce sujet. J'ai voulu réaliser un film entier sur ce sujet. Et en 2017, au moment où cette idée a surgi, je n'avais pas vraiment les idées claires quant à ce que ça impliquerait de réaliser ce film. Je me rendais compte que c'était un tabou de parler de réunir ces deux textes, celui de handicap et celui de la sexualité, de réunir ces deux textes. Et donc, j'ai compris que c'était un grand tabou tout au long du processus de pré-production et de production. Et donc, l'idée est venue de là. Et j'ai eu deux phases de travail. J'ai d'abord enregistré, filmé une partie des images en 2018. Et suite à ces premières interviews, j'ai pu créer un petit teaser, un trailer de 2 minutes et demie. Et grâce à ce teaser, j'ai pu envoyer le film dans différents espaces. Et une première maison de production était intéressée. C'est Globo qui a été intéressé à nous coproduire, qui est une des principales chaînes de télévision au Brésil, qui était intéressée à nous produire. Et ils ont décidé d'intégrer ce projet. Et en fin 2019 et en 2020, nous avons enfin signé un contrat. Et ensuite, il y a eu la pandémie, bien sûr, et le projet a donc été mis sur pause, comme le reste du monde. Et c'est à la fin 2021, les choses commençaient à se rouvrir au Brésil. Et il y a eu un moment avec différents producteurs. Nous avons eu cette discussion et nous avons eu de l'argent qui nous a permis de commencer à tourner le film en 2022, recommencer à tourner le film en 2022. Et dans cette ce temps d'arrêt a été, je crois, positif, car ceci nous a permis
de comprendre qu'il fallait enregistrer d'autres images. Moi, je savais dès le début que j'avais envie d'enregistrer d'autres images, filmer d'autres images, et de connaître ainsi plus de personnes porteuses de handicap qui pourraient parler de ce sujet. Et donc, nous avons filmé en 2022. Puis en 2022, nous avons donc filmé la deuxième partie, une deuxième partie du film, une deuxième partie des images. Et nous avons commencé à monter le film en juillet, de juillet en juin l'année passée, en janvier 2023, en 2023, donc juin 2023. Et nous avons commencé à partager ce film avec différents festivals. Et ce qui a été intéressant, le film a eu un peu de difficulté à arriver à sa première mondiale. Nos agents nous disaient que beaucoup de programmateurs, programmatrices de festivals aimaient le film, mais avaient peur de programmer le film et que le public le rejette, en raison de ces différents tabous contenus dans le film, en particulier celui de la sexualité, comme si on pouvait parler de sexualité, on pouvait parler de handicap, mais parler de deux en même temps semblait inacceptable. Et ça, c'était difficile. Mais nous avons continué à travailler et finalement, je crois que maintenant, nous sommes au 6e festival dans lequel le film est montré et il est pour moi très important que nous soyons ici, un festival qui, en plus, traite de droits humains. La sexualité, est un de nos droits les plus fondamentaux et donc il est important que ce sujet soit débattu ici. Voilà. Merci. Je reviens tout à l'heure sur la définition de la sexualité, sur est-ce que c'est un droit, est-ce que c'est une liberté. Je sais que vous n'êtes pas toutes et tous d'accord sur cette définition. Dieu merci d'ailleurs. Je reviens vers vous, Elisa Rojas, avec notamment votre livre Mr. T et moi, je le rappelle, aux éditions Marabout, c'est donc, je disais, une love story. Je fond, c'est pas quelque chose un petit peu politique, hein, puisque ça revendique le droit d'aimer une personne sans handicap. Quand on est une personne en situation de handicap, je reviens vers vous parce que finalement, votre livre ne traite pas directement de la sexualité, mais il parle de tout ce qui se trouve avant la sexualité, tout ce qui permet d'aboutir finalement à une relation sexuelle, c'est les sentiments, la complicité, etc., etc. De quoi parle votre livre brièvement, de façon un petit peu plus commerciale que la mienne, peut-être? Alors, je vais essayer de revenir sur les différents points. Déjà, pour moi, c'est pas un livre qui revendique le droit à la sexualité. Moi, je vois pas les choses sous cet angle-là. Je revendique plutôt la liberté de des personnes handicapées de pouvoir s'intéresser à qui elles veulent et inversement. Je parle aussi de sexualité d'une certaine façon, mais davantage de désir, parce que c'est une question qui m'intéresse davantage. Et en fait, ce qui se passe aussi, j'en viens pas tout de suite à résumer le livre, ce qui est en plus un peu difficile, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, moi, je trouvais important de parler du désir en l'occurrence des femmes handicapées, en me prenant comme exemple parce que c'était évidemment plus simple pour moi de parler de mon propre désir que du désir d'une personne que je ne connais pas. Et en fait, il y a un autre aussi aspect important avec
avec lequel le livre m'a permis un peu de jouer, c'est que j'estime que sur cette question justement de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, il y a beaucoup d'exigences de la part des personnes valides qui s'y intéressent plus que ce qu'on veut bien le dire, d'une façon assez voyeuriste, assez déplacée et assez, d'une façon très intrusive. Il y a cette exigence que les personnes valides ont, qu'on parle en fait de notre vie sexuelle, qu'on réponde à leur curiosité, à leurs questions intrusives constamment. Et moi, dans le livre, parmi les choses qui m'ont le plus amusée, c'est justement de frustrer volontairement les personnes valides en ne leur donnant pas des détails que j'estime qu'ils n'ont pas à avoir, en tout cas que les personnes handicapées doivent pouvoir avoir le choix de garder pour eux s'ils en ont envie, sinon, et s'ils veulent en parler, ils doivent aussi pouvoir le faire, bien évidemment. Mais moi, j'avais envie de parler de désir et j'avais pas envie de donner des détails qui me semblaient inutiles. Voilà, donc c'est aussi un livre qui parle d'amour parce que je trouvais ça aussi important de la façon dont les relations sont entravées entre les personnes valides et les personnes handicapées à cause d'un système de domination qui donne quand même le pouvoir aux personnes valides et ce pouvoir qu'ils ont sur les représentations et de l'amour et du sexe et les représentations des personnes handicapées, c'est vraiment ce qui mine, je pense, déjà la rencontre et la relation, la possibilité de créer une relation sur un pied d'égalité. Donc c'est de ça dont j'avais envie de parler à travers une histoire simple qui est juste que quand j'étais étudiante en droit, je suis tombée très banalement amoureuse d'un camarade d'université qui lui n'était pas handicapé et ça a soulevé chez moi tout un tas de questions qui m'ont permis en fait à force de vouloir les résoudre et à force de vouloir démêler la pelote que cette histoire d'amour non réciproque m'a montré, et bien ça m'a permis progressivement de voir quelle était l'importance de prendre la parole sur toutes les questions qui concernaient les personnes handicapées, en fait de pouvoir se réapproprier nos représentations, nos récits et tenir le discours qui me semble nécessaire pour pouvoir faire avancer la société. Merci. Je vous propose de faire un petit aparté sémantique, peut-être avec Elena Pont et Hélène Denig. Elena, vous êtes sociologue. Qu'est-ce que c'est, vaste question, attention, qu'est-ce que c'est une sexualité inclusive et antivalidiste? Je ne sais pas, les deux souhaitent répondre en premier. Écoutez, je vais peut-être prendre la parole là-dessus. Une sexualité inclusive, je pense que je la définirais un peu comme l'a dit Elisa, c'est-à-dire une sexualité qui soit liée à l'autodétermination, puisqu'on parlait de droit et de liberté, le droit d'exprimer sa subjectivité, son affectivité, ses émotions vis-à-vis de personnes valides, pas valides, noires, blanches, etc. N'importe quelle personne. Et c'est là que l'inclusivité touche le domaine du droit. Le droit à l'expression, le droit d'exprimer qui l'on est sans barrière, érigé par le handicap. Voilà, j'apprécie cette expression. Et là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Yeah, I guess I... Oui, je pense. Alors, juste avant, quand on discutait et que vous avez parlé du fait que vous alliez poser une question autour de la définition de la sexualité inclusive, je n'avais pas trop de définition à part le fait d'avoir envie de faire l'amour, quoi, et de vouloir baiser, en fait. Je n'ai pas vraiment de réponse intellectuelle pour vous. En tout cas, c'est la réponse que j'ai à vous proposer. Très bien, et puis moi, ça a le mérite d'être compris par tout le monde.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, vous, Daniel, qui avez réalisé ce film? Je crois que oui. Peut-être qu'il s'agisse de la définition la plus simple de ce grand concept. Mais en plus de cela, je crois que c'est aussi le droit et le pouvoir pour chaque personne d'être qui elle est, quelle que soit sa situation. Le fait de pouvoir souhaiter être désiré, désirer d'être désiré. Et pour résumer, c'est justement ce que vous avez dit. C'est tout à fait ça. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu indiscrète à tout le panel. Évidemment, vous ne répondez pas si vous le souhaitez, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, dans votre vie, peu importe de la façon dont vous le vivez, est-ce que vous estimez pouvoir accéder à cette liberté d'une sexualité inclusive et antivalidiste? Je ne sais pas qui d'entre vous souhaite commencer. Daniel, peut-être. Okay. Ella. Oh. Ella? Yeah, I can go. C'est une question piège que vous nous posez. Je vais essayer d'être un peu plus éloquente et un peu plus élégante cette fois. Eh bien oui et non. Bien sûr, j'ai un handicap qui est visible. Mais je crois que je suis aussi plutôt attirante. J'ai cette caractéristique du visage qui est attirant d'un point de vue conventionnel, mais encore hors norme. Donc, j'attire les gens. Mais vous en parlez dans le film. Parfois, les gens sont choqués de se sentir attirés par moi. Mais je ne crois pas que ce soit triste. J'en parle d'ailleurs dans mon film. Je montre que le fait d'être porteur de handicap, c'est un excellent filtre à connards et à personnes très conservatrices. Mais malheureusement, merci. Mais malheureusement, la réponse est non, parce que je pense que le monde est bâti sur le validisme. Et ça concerne vraiment tout le monde. C'est très triste, même nous, les personnes porteuses de handicap. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'énergie de dépasser toutes ces barrières. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'habitue vite. Donc, la réponse est à la fois oui et non. Daniel? Elena? Elisa? Je ne sais pas. C'est mon tour. Oui, je pense que oui. Pour ma part, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme je l'ai dit un peu dans le film, au début du film, je disais que quelqu'un a demandé à une fille qui sortait avec moi si elle le faisait par pitié. Je pense qu'il y a 3 possibilités. D'abord, quelqu'un qui ne voudra pas sortir avec moi parce que tout simplement, voilà, elle a une idée reçue sur moi, par exemple. Je suis déjà allée à un rendez-vous à l'aveugle comme ça, avec quelqu'un qui ne savait pas que j'étais porteur de handicap. Alors bien sûr, je n'ai pas toujours dit, que j'étais porteur de handicap parce que ça ne me semble pas toujours important à dire. Et donc, quand j'avais rendez-vous avec cette jeune fille rencontrée par une application, je lui ai proposé, voilà, rencontrons-nous à tel endroit. Je suis arrivée au lieu indiqué et elle ne répondait plus à mes messages à ce moment-là. Et après cela, elle m'a dit « Ah, mon frère est malade ». Mais non, c'était faux, c'était un mensonge. Elle m'a vue, elle est partie. Après, il y a une autre possibilité. Quelqu'un qui te rencontre, elle sait que tu es porteur de handicap, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle ne se sent pas très à l'aise. Et ça m'est arrivé aussi. Et ensuite, la troisième possibilité,
celle où la personne ne connaît pas bien le handicap. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience, qui n'est jamais sorti avec quelqu'un porteur de handicap. Et puis quand le rendez-vous a lieu, eh bien, ça ne pose aucun problème. Peut-être que... Alors il y a quelqu'un d'ailleurs dans cette assistance avec qui je suis en couple depuis 8 ans. Et nous n'avons jamais rencontré de problème, tous les deux. Mais bien sûr, ça continue de nous arriver de temps en temps quand on arrive dans un lieu où les gens ne nous connaissent pas. La première chose qui saute à l'esprit des gens, c'est qu'on est amis, qu'on est frères et sœurs. Et très souvent, les gens sont très surpris quand ils apprennent qu'en fait, on est un couple, on est ensemble. On vit ensemble, on va se marier. Donc c'est souvent un choc pour les gens, pour une partie en tout cas des personnes. Et je pense que maintenant, avec tout ce temps, c'est bon. J'ai trouvé quelqu'un qui ne se préoccupe pas de mon handicap dans notre relation. C'est un tout on vous souhaite. Je me permets de m'adresser à Elena ou à Elisa. Je vous laisse vous mettre d'accord parce que la question vous parlera peut-être aux deux. Qu'est-ce qui aujourd'hui a été mis en place? Quels sont les outils qui existent déjà, si j'ose dire, et qui permettent quelque part alors sans mauvais jeu de mots, mais de jouir de cette liberté? Alors personnellement, je vois pas grand-chose, je dois dire. Peut-être qu'Elisa pourra répondre mieux que moi, mais... En fait, je vais répondre à la question précédente. Parce que c'est plus dur pour moi qui ne suis pas dans la salle de manifester mon intérêt pour une question. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas très bien ce qu'on entend par sexualité inclusive et anti-validisme. De toute façon, le mot inclusif déjà me pose beaucoup de difficultés parce qu'il est de plus en plus utilisé par les autorités publiques, les responsables politiques. Donc c'est un mot qui, à ce stade, ne veut plus rien dire, en fait, puisqu'il a été vidé de sa substance. Et que moi, ce qui m'intéresse et ce qui, à mon avis, doit être la priorité, c'est de faire en sorte que les relations entre les personnes, quelles qu'elles soient, et notamment évidemment les personnes handicapées en particulier, puissent se faire sur la base de la réciprocité et de l'égalité. Et que la réalité, c'est que ce qui complique les relations, voire parfois ce qui les rend impossibles, c'est bien que socialement, les personnes handicapées sont infériorisées. Elles sont constamment dévalorisées et elles sont disqualifiées comme partenaires, qu'elles soient des hommes ou qu'elles soient des femmes, et encore plus quand elles sont des femmes. Parce que, voilà, elles sont au croisement, à l'intersection de deux systèmes d'oppression que sont le validisme et le patriarcat. Donc, la question pour les personnes handicapées, il me semble, surtout si elles veulent nouer des relations avec des personnes valides, c'est comment créer quelque chose qui ne soit pas dissymétrique. Comment créer quelque chose où vous n'êtes pas sous la domination de votre partenaire, quel qu'il soit, parce que en fait vous seriez supposément, vous auriez moins de valeur en fait que lui. C'est ça le problème. Et je pense que c'est sur ces questions-là qu'il faut insister et qu'il faut s'interroger. Vous voulez compléter peut-être, Elena? Oui, je pense qu'une bonne solution pour parler, disons, pour pouvoir légitimement parler de sexualité inclusive, c'est de favoriser les accès. Voilà un outil qui pourrait être intéressant, le concept d'accès. Comment accéder aux lieux de sociabilisation quand il y a des marches, quand, par exemple, quand on est en fauteuil. Parler de la scène, par hasard. Par exemple, oui, c'est un assez bon exemple. Voilà, favoriser l'accès. Je pense que se poser la question des accès est très important. Pouvoir se rencontrer justement pour démarrer cette tentative d'égalisation de relations qui sont au départ asymétriques
à cause de tout un historique de ségrégation, d'institutionnalisation, de mise à l'écart, de discrimination et de projection sur les personnes de représentation fausse, comme le disait Elisa, et puis aussi comme le montre très bien le film à travers ce sous-récit de la personne qui parle d'ancêtres non biologiques. Voilà, je pense que ça commencerait déjà par ça, amener le handicap dans toutes les problématiques d'accès. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être justement le plus inclusif possible, que ce soit dans les espaces physiques, dans les espaces de discussion, dans n'importe quel espace social qui demande de la participation. Voilà, poser le handicap comme une problématique à résoudre par des moyens techniques, par des moyens relationnels, de sorte à favoriser ne serait-ce que la prise de contact. Et ensuite, les relations peuvent s'approfondir, grandir, se construire, comme l'a montré le film à un moment donné, afin de faire mieux connaissance. Mais on a beau mieux faire connaissance, on a beau avoir des rampes, on a beau avoir des espaliers, des interprètes des signes françaises, ou anglaise, ou brésilienne, ou peu importe. Dans tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas un vecteur préambule là-dedans? C'est avant tout l'éducation à la sexualité. Alors, je parlerai d'éducation tout court, hein, puisque c'est un peu mon domaine. Donc, oui, il y a une coéducation, il y a une éducation au savoir du handicap, au savoir qui proviennent de l'expérience du handicap. Il y a une ouverture à avoir là-dessus qui dépasse largement voilà, les facilitations techniques et autres. Sachant qu'on a, je pense, tous ici qui vivons tous dans ce même monde, une relation particulière au monde. Et c'est cela qu'il faut essayer de creuser. Et pour les personnes handicapées, c'est souvent une relation, une interaction avec un monde qui leur pose des obstacles, alors qu'elles ont une subjectivité remplie de représentations du monde normal et de ce qu'il faudrait faire pour être elles-mêmes normales. Et on l'entend bien dans le film, il y a une relation constante des personnes handicapées à ce que c'est qu'avoir une sexualité normale. Et une relation au monde normal, une relation aux gens normal, quelle que soit la définition de la normalité d'ailleurs, ce qui peut être certainement une normativité. Mais il y a constamment cette circulation entre avoir une relation normale au monde, avoir des relations normales avec les gens, quels qu'ils soient, même au-delà d'une relation de séduction, et puis il y a une relation interne à soi-même qui est la relation à la différence et à la façon dont on la médiatise dans l'espace public. Et c'est plutôt cette relation à la normalité qui pourrait créer un terrain d'entente, un terrain de discussion entre les personnes valides et les personnes handicapées. Et au-delà des problématiques de femmes handicapées, comme le disait Elisa. Et pourquoi ne pas commencer à discuter de ce qui est cette relation à la normalité et de ce que les personnes handi ont tissé comme relation à la normalité et qui les relie au monde des valides. Il y a certainement plus à discuter de ressemblances, de points communs dans l'expérience que les personnes ont vis-à-vis du monde que de différences. Il y a certainement plus à creuser là-dessus et de voir d'abord ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble, voilà, avant de parler de différences, de faire émerger les différences. C'est peut-être ce regard-là à éduquer, à inverser. Je proposais justement une autre inversion du regard. Essayons d'imaginer que le film de Daniel ait été entièrement consacré à des personnes valides. Est-ce qu'on serait peut-être ici pour en discuter? Non, ce serait la normalité, la sexualité normale, soi-disant, très normative, probablement cis, avec des personnes cis, hétérosexuelles, voilà, tout ce qu'on connaît de plus
banal, normal, soi-disant. Eh bien, on serait pas là à en discuter. Et ça, c'est un monde qui n'existe pas, où la sexualité des personnes valides est interrogée. Or, c'est précisément aussi cette éducation de ce regard-là qu'on pourrait lancer constamment, prendre le parti, auto-éducatif même, d'inverser les rôles, d'inverser les normes, pour éventuellement entrer en discussion sur ce qui rassemble, ce qui différencie aussi, mais surtout ce qui rassemble les gens. Je vais vous poser une question. Alors, Elisa Rojas, je sais, c'est épidermique. Enfin, vous détestez ce sujet, mais je pose la question à mes autres panélistes. On va parler de l'assistance sexuelle. J'en parle parce que, évidemment, c'est le sujet numéro 1 dans les médias. Les médias parlent de sexualité et de handicap, c'est au travers de l'assistance sexuelle. Est-ce que l'assistance sexuelle aujourd'hui, c'est un problème, c'est une solution? Qu'est-ce que c'est finalement? Parce que je me menais cette réflexion en préparant l'intervention, dire il y a des personnes pour ça, il y a des personnes pour s'occuper des personnes handicapées. Est-ce que ça ne déresponsabilise pas, finalement, les personnes sans handicap? Pas de leur devoir, je mets avec des handicapés, hein, mais de leur devoir de socialiser avec toutes sortes de personnes, etc. Je ne sais pas qui veut réagir. En tout cas, pas Elisa, j'imagine. Elena. Bah si, non, mais en fait, c'est pas du tout que c'est pas du tout que je déteste ce sujet, c'est juste que je considère que c'est l'un des seuls sujets traités par les médias quand on parle de handicap de façon quasiment obsessionnelle. Et en fait, il me semble qu'il faut se méfier de tout ce qui est solution spécifique. En fait, jusqu'à présent, ça ne nous aura pas mené bien loin de créer des solutions spécifiques. Tout ce qui nous marginalise, tout ce qui contribue à convaincre que, voilà, on aurait par exemple une sexualité spécifique, alors que je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, oui, c'est forcément, ça comporte des risques, c'est dangereux, alors que les normes dont vous parliez tout à l'heure, en fait, celles qui nous excluent de la sphère publique, celles qui nous excluent des relations, quelles qu'elles soient, et notamment des relations affectives et sexuelles, elles ont été définies pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, elles ont été définies par les personnes valides. C'est elles qui nous ont exclus, c'est elles qui nous ont marginalisés. C'est pas quelque chose qui a été fait sans faire exprès. C'est véritablement volontaire. Quand on en est à créer des lieux spécifiques pour réunir des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes handicapés, c'est bien qu'il y a une volonté d'exclusion et de marginalisation. Donc, ce qu'il faut rendre aux personnes handicapées, et dans ce domaine comme dans d'autres, c'est leur choix de vie en fait. C'est leur autonomie. Parce qu'une grande partie de la dépendance des personnes handicapées, elle est construite socialement, elle est organisée. Du coup, c'est contre ça, il me semble qu'il faut se battre. Et si on arrive à retrouver notre autonomie financière, matérielle, qu'on a l'accessibilité, qu'on a les moyens humains, qu'on a les moyens techniques, eh bien, évidemment que la logique voudrait que, du coup, tout soit plus simple, y compris, justement, la vie affective et sexuelle, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Petit point géopolitique en France. Votre pays, Elisa Rojas, dans le sujet est débattu, mais reste actuellement dans un flou juridique quant à l'assistance sexuelle. Au Brésil, les informations disponibles ne permettent pas de conclure à une vraie législation ou une pratique. Et puis, au Royaume-Uni, une décision de la Hearth of Protection a clarifié que les travailleurs sociaux aidant les personnes handicapées à accéder à des services sexuels ne pouvaient pas condamnés par la loi. Donc, on a le droit d'aider une personne handicapée à accéder à la prostitution.
Mais cette décision fait aujourd'hui l'objet de contestation. Elle n'est pas réglementée. Seule la Suisse, finalement, a réglementé le cas d'assistance sexuelle puisqu'il est autorisé et ça se différencie évidemment d'un canton à l'autre des joies du fédéralisme. Je veux évidemment parler d'un sujet qui me semble essentiel, même si tous semblent essentiels aujourd'hui, ce sont les violences, notamment sexuelles, mais aussi structurelles, sociales, humaines. En ouvrant peut-être avec vous, Ella, si je me remémore votre film, ça a daté, ça fait une année. Vous l'avez sans doute bien plus revu que moi, mais vous avez, dans votre film, vous parlez de votre maternité avec votre fils, River. Vous avez été, probablement, j'imagine, et je crois que vous le dites même dans le film, vous avez peut-être été dissuadé de faire un enfant. Ça arrive souvent en passant dans la situation de handicap. Non, les personnes n'ont pas essayé de me dissuader d'avoir un enfant. Mais j'ai certainement été confrontée à beaucoup de personnes qui exprimaient leur choc quant au fait que j'étais une femme. Mais non, désolée, je n'ai pas pensé à ça. J'essaie de réfléchir à quelle partie du film vous pensez quand vous dites cela. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une question alternative? Et cette femme qui rencontre un gynécologue pour la première fois à 40 ans, cette femme l'infantilise, etc. Donc, au-delà de la sexualité même dans le lit ou dans l'intimité, il y a tout un système de la santé sexuelle, et la maternité en fait notamment partie, qui n'est pas adapté. oui. Tout à fait, ça c'est vrai. Oui, et c'est vrai que enceinte, j'ai été confrontée à des expériences bizarres et inconfortables dans la maternité elle-même. J'ai été très malade, j'avais un problème de circulation et j'ai été confrontée à des horribles discriminations lorsque j'étais hospitalisée. Et donc de la part de certains individus. Et bien entendu, il y avait également des professionnels de santé qui étaient formidables. Mais oui, ce à quoi je pense maintenant, c'est une expérience à laquelle une amie aussi a été confrontée. Je pense qu'elle sera d'accord que je partage cette expérience. C'était une maman adolescente. Et sa grossesse et son accouchement ont été comblés de médecins et de sages-femmes qui ne l'écoutaient pas, qui ne la croyaient pas, tout simplement parce qu'elle est visiblement autiste. Et ça, c'est une expérience absolument commune au sein de la communauté de personnes porteuses de handicap. Le fait de ne pas être entendu, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Et je crois que je trouvais ce film vraiment formidable. C'est un film très humanisant. Et je crois que il est triste que nous ayons besoin de produire du travail qui permette d'humaniser les personnes porteuses de handicap. Mais c'est néanmoins la chose la plus importante que nous puissions faire maintenant. Et donc, réellement, je vous félicite de votre travail. Merci. La Suisse a été auditée, c'était au mois d'avril 2022 par l'ONU sur son application de la Convention des droits des personnes handicapées, la CDPH. Et dans ce rapport, on apprend que jusqu'à 80% des femmes handicapées pourraient être victimes de violences au cours de leur vie, quel que soit leur lieu de résidence ou leur contexte socio-économique. Et puis, selon le ministère des Solidarités françaises, on apprend plus ou moins à la même période que 30% des personnes handicapées de moins de 18 ans ont déjà été victimes d'agressions sexuelles, contre 10% des enfants sans handicap. Et puis enfin, on apprend dans ce même rapport de l'ONU que la Suisse est un des derniers pays européens central à autoriser la castration chimique sur les personnes handicapées. La loi l'autorise officiellement. Cette situation est assez inquiétante.
Alors, j'ai envie de vous demander, Daniel Goncalves, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, tout de suite, maintenant, pour faire, en tout cas, j'ai envie de dire, baisser ces chiffres et, dans l'immédiat, cesser, en fait, ces agissements? Bon. Je vous entends. Bon. Eu Alors je crois que malheureusement, moi je n'ai pas d'idée de solution immédiate en tête. Par contre, une des choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, c'est le fait d'ouvrir le dialogue sur ce sujet. C'est un bon début. Car nous savons que les victimes de violences sexuelles sont très nombreuses parmi la population porteuse de handicap. En tout cas, c'est le cas au Brésil. Malheureusement, au Brésil, on ne considère même pas que notre communauté existe. Et je pense que c'était l'objectif, d'ailleurs, l'un des objectifs de mon film, c'était de montrer que c'est une réalité. J'ai montré 2 femmes dans le film qui ont subi des violences sexuelles parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont porteuses de handicap. La première, c'est parce qu'elle est aveugle et donc son partenaire retirait son préservatif sans qu'elle le sache. Et c'est considéré comme un acte de viol. Et dans ce sens, l'objectif, l'un des objectifs de mon film, et c'est d'ailleurs l'impact qu'il a eu, ça a été de présenter également ces faits devant les institutions, la police, les ministères. C'est une preuve. Ces femmes subissent des violences et elles ont besoin d'être accompagnées. Et ce n'est pas seulement le cas des personnes porteuses de handicap, mais rien que les violences sexuelles que subissent les femmes, en général, c'est un chiffre énorme. Et j'ai voulu, dans mon film, montrer à quel point le patriarcat, le sexisme sont des notions qui sont enracinées dans nos sociétés. Et le plus important, c'est d'en parler. Et au fur et à mesure qu'on ouvre le débat, qu'on libère la parole, eh bien, je crois que petit à petit, cela va jeter les bases d'une diminution de ces chiffres terribles du nombre de femmes qui subissent des violences sexuelles. Malheureusement, je n'ai pas d'idée d'initiative miracle, immédiate, qui puisse fonctionner. Je crois que c'est quelque chose qui va demander du temps, qui va demander également de franchir plusieurs étapes, une à une, pour pouvoir atteindre cet objectif. Il nous reste 15 minutes déjà. La discussion passe vite, il y a tellement de thèmes à aborder, il faudra des heures de débat. Je vous propose qu'on passe la parole au public, notamment, qui sans doute a des questions à vous poser. J'imagine, j'espère en tout cas, sinon on a très bien fait notre travail. Donc on va allumer, j'imagine, la salle et vous passez le micro. N'hésitez pas à vous manifester. C'est mieux pour avoir la parole. Il y a déjà plusieurs questions. J'attends. On vous tend le micro. Premier rang, troisième rang. Ça se balade. Et ça vous trouve. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nadia Morand. Je suis sexologue. Moi-même, je suis une personne en situation de handicap, une personne handi. Et j'aurais 2 choses, une question et une remarque. Déjà, la remarque par rapport à ce que vous disiez sur la sexualité inclusive. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un peu comme pour l'alimentation bio. C'est pas sur le bio qu'il faut écrire bio, c'est sur la merde qu'il faut écrire que c'est de la merde. Et donc, j'aurais plutôt tendance à dire que il y a une sexualité exclusive et que la sexualité inclusive, c'est juste la sexualité normale.
Et par rapport à ma question pour Daniel, merci déjà beaucoup pour votre film. J'ai été très touchée par les différents moments où il y a cette notion d'ancêtre handicapé, d'ancêtre non biologique. Et effectivement, il y a tout ce travail d'histoire que certaines associations, que certaines personnes sont en train de faire. Merci beaucoup d'avoir mis l'accent sur cet espace-là et sur cette impensée-là. Qu'est-ce qui vous a permis, vous, de travailler sur cette question-là et de le mettre plus en exergue dans votre travail? Merci. Alors, c'était pendant le montage du film. Certains de nos personnages travaillent beaucoup avec les questions de l'ancestralité. Et pendant les entretiens, les interviews et le processus de montage, nous nous sommes rendus compte qu'il était important d'amener ce sujet au sein de la discussion. Ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais réfléchi quand j'ai pensé au film. C'est quelque chose qui est apparu au fur et à mesure de la réalisation. Et c'est quelque chose qui a été apporté par les personnages. Donc Amanda, qui est la fille avec les cheveux rasés, qui a beaucoup parlé de cela. Et également Estella, qui est vue 4 fois dans le film et qui parle également de ce sujet. Et il y a également Joao, qui est le dernier personnage qui fournit une partie de la narration du film et qui ferme le film. Et c'est pendant le montage qu'il m'est apparu comme important d'apporter ce sujet de l'ancestralité. Peut-être une autre question. J'ai vu d'autres mains. Ils se levaient dans l'Assemblée, tout devant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Stéphane Rostello de l'association Retour d'Images, qui est basée à Paris, qui travaille sur les représentations du handicap au sens large dans le cinéma. Je voulais, plus que des questions, je voulais apporter quelques petites précisions. Par exemple, sur le fait de la stérilisation des personnes handicapées, il y a un film qui a été tourné, un documentaire qui a été tourné il y a une vingtaine d'années maintenant par la fondatrice de Retour d'Images, Diane Maroger, qui est elle-même une personne en situation de handicap, qui a fait un film qui s'appelait Maternité interdite, où un couple tout à fait hétéro de personnes avec paralysie cérébrale, comme on dit maintenant, la femme avait été stérilisée à peu près sur la pression de sa famille pour qu'elle n'ait pas d'enfant avec une autre personne handicapée. Donc voilà, pour les violences faites aux femmes handicapées, toujours en France, il y a l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a une ligne d'écoute pour les femmes qui seraient victimes, les femmes handicapées qui seraient victimes de violences sexuelles. Et enfin, moi, je voulais dire que je n'ai pas été étonné que le film de Daniel Gonçalves ait beaucoup de peine à trouver un chemin, parce que c'est encore une preuve du validisme, c'est que les producteurs, les distributeurs, etc., sont valides. Donc, ils veulent une représentation du handicap qui sont valido-compatibles. Et puis, ça donne des films absolument désastreux comme en France, comme Tout le monde debout de l'inénarrable Franck Dubosc, qui s'est commencé à intéresser aux personnes en situation de handicap parce que sa mère a eu besoin d'un fauteuil roulant. Donc ça vous montre la profondeur de la réflexion de ce personnage.
où il y a encore presque qui est aussi, c'est presque du cinéma, mais c'est surtout un film qui aurait été co-scénarisé par une personne handicapée, qui se plie complètement à la représentation qu'on attend, à savoir qu'il vit encore, c'est aussi quelqu'un qui a une paralysie cérébrale, qui vit encore chez sa mère, qui a sa première expérience avec la prostituée que son grand copain refuse, alors que, comme c'est un personnage assez public, on sait tout à fait que sa vie sexuelle et sa vie tout court n'est pas du tout ça. Et ça, je veux dire, si en plus vous avez des personnes concernées qui font le jeu des valides, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, et puis je trouve remarquable qu'on donne cet espace ici pour parler sérieusement du validisme qui, de manière plus générale que la sexualité des personnes handicapées, parce que en fait ça intéresse que les valides. Et puis si je pense un peu sur la vie sexuelle des valides, j'ai des exemples autour de moi, je me rends compte qu'il y a des gens valides qui savent plus ce que c'est une vie sexuelle depuis des années, alors que personnellement je suis handicapé, j'ai une vie sexuelle pleine et épanouie grâce à ma compagne qui est également handicapée. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste rebondir peut-être, Elena Pont, sur cette question. On en a parlé en préparant la table ronde d'aujourd'hui. Je cite Charlotte Puiseux, qui est une militante antivalidiste en situation de handicap. Psychologue aussi, il était présente l'année passée, ici, au FIFDH. Elle nous disait je n'ai jamais été aussi handicapée que dans un collectif féministe. Et aujourd'hui, on arrive, quelque part, à créer des intersections pour une femme, ou un homme d'ailleurs, qui est victime d'agression sexuelle, puisse l'expliquer sans être stigmatisée par son handicap. Oui, c'est difficile, en effet. Les femmes handicapées se situent, disons, de par leur expérience de vie, au croisement de deux types de discrimination, le sexisme, je dirais même l'hétérosexisme et le handicap. Et il semblerait que dans la plupart des situations sociales, ce soit le handicap qui prenne le dessus par rapport au sexisme dont les femmes handicapées sont victimes. Donc, oui, difficile de faire valoir sa parole, puisque depuis des siècles, le handicap est associé à la bêtise, à la passivité, au manque de capacité de décision, à un statut d'opprimé, de discriminé, etc. Alors qu'en réalité, les femmes handies vivent des situations d'hétérosexisme massives. Ça s'étale sur un continuum de représentation très extrémisées, en fait, qui vont de l'enfant, la femme enfant ou l'enfant tout simplement, à la femme hypersexualisée, à la sexualité débridée, voire déviante. Difficile de faire valoir sa parole de femme abusée quand on est en proie, le mur réfléchissant de tant de représentations fausses et extrêmes, alors que l'abus le plus souvent, souvent, de femmes cisgenres, hétérosexuelles, mais il se trouve handies, eh bien cette situation-là, ce statut de victime-là, il est partagé, comme je le disais tout à l'heure, avec celui de femmes valides, cisgenres, hétéros, qui se font abuser, battre, tuer, très, très souvent, malheureusement. Or,
c'est de ça dont il faudrait prendre conscience, ce destin social, comme disait Simone de Beauvoir, de femmes, ce destin social de femmes, dont l'abus fait intégralement partie. Donc, dans ce cas-là, écouter la voix de femmes plutôt que la voix de personnes handies. Une dernière question, une dernière réaction, une dernière déclaration d'amour à ce moment. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit sur les représentations. Parce qu'en effet, à partir du moment où ce sont des personnes valides qui décident de parler de handicap, tout le monde trouve ça génial. C'est beaucoup plus facile à produire et à exister. Voilà, il n'y a pas de problème pour que ces productions-là, quel que soit le support, existent. Et elles vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de création de représentations qui sont biaisées, en fait. Mais quand ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui veulent reprendre le contrôle de leur représentation, c'est le cas dans le documentaire de Daniel, comme c'est le cas pour mon livre, là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué de trouver des espaces, de faire exister ces productions-là, parce que ça vient contredire le récit que les personnes valides font de nos existences, en fait. Donc, il faut absolument privilégier à chaque fois, le plus possible, les productions des personnes handicapées elles-mêmes. Il faut leur donner la possibilité, il faut leur donner les moyens, il faut leur donner la place qu'il faut pour qu'elles puissent produire tout ce qu'elles veulent sur leur expérience, leur existence et leur représentation. Merci. On arrive au terme de ce débat. À 25. Pardon. Je voulais juste réagir sur deux choses, moi, donner un témoignage aussi. Déjà, la chose, pourquoi on parle de sexualité déviante? Il y a tellement d'ouverture dans la sexualité, moi je ne mettrais pas ça, pas déviante. C'est juste un choix de la part des personnes de dire je suis comme ça, il ne faut pas dire déviante, parce qu'à ce moment-là, on impose déjà quelque chose quand on dit déviante. Et moi, je parlerais plutôt de ça de manière, si on veut vraiment l'ouvrir, on dit c'est une sexualité point barre. On n'a pas à dire t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Ça, c'est le choix de la personne de dire. Mais il ne faut pas que nous, on impose quelque chose. C'est comme les personnes handicapées, s'ils veulent faire appel à des services assistants sexuels ou escortes ou ce que c'est, eh ben, ils ont le choix de le faire, oui ou non. Ça, c'est comment on dit, il doit être un droit de vie. Donc, moi, je dis, on est en train simplement de vivre une vie sexuelle pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et puis, ceux qui n'ont malheureusement pas la chance de l'avoir, on devrait donner la possibilité de l'avoir en faisant déjà peut-être appel aux assistants sexuels et aux escortes, mais surtout, on doit mettre ça comme... c'est comme si vous y allez dans une... on va prendre un exemple, comme une psychothérapie améliorée pour moi, je vais dire. Parce que moi, j'ai recours à ça depuis quelque temps et je trouve vraiment que ça va compléter une sorte de psychothérapie. Il y a l'aspect psychothérapie quand on va avoir une psychologue qui va discuter juste de ses problèmes au niveau sentimental ou bien dans le niveau cérébral ou la famille. Ça, c'est la psychothérapie traditionnelle. Mais la psychothérapie que moi je veux rajouter, c'est la psychothérapie du corps. Ça veut dire il va se mettre, on va rajouter la sensation physique en parlant de beaucoup d'autres choses qui peut nous unir aussi avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous lui dites, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu as comme idée pour m'aider à faire ça, et si tu veux, on va le concrétiser ensemble et on va s'entraider pour pouvoir être mieux. Et c'est un truc qui marche, ça. Simplement, il faut être ouvert
à beaucoup de choses. Et je dis encore une fois, la sexualité, c'est quelque chose d'universel. Il ne faut pas mettre de déviation, tout le monde a droit à du plaisir, que ce soit handicapé ou pas. Et je dis encore une fois, merci aux escortes et aux prostituées, parce que ils sont des marchands de bonheur au final. Parce que suivant les personnes qui ne peuvent pas se faire des relations comme des personnes entre guillemets valides, eh ben nous, ça nous aide beaucoup dans notre vie parce que ça nous met du bonheur que sans ça, on n'aura pas accès. Alors merci à toutes ces personnes-là. Voilà tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. On arrive donc au terme de ce débat pour une sexualité inclusive et anti-validiste. Pas sûr qu'on ait trouvé une réponse absolue, mais justement, le débat continue et il faut qu'on continue donc à se poser ces questions. Elisa Rojas, je rappelle que vous êtes avocate militante anti-validiste et vous avez publié Mr. T et moi aux éditions Marabout. Daniel Onchavez, je reviens vers vous tout de suite. Ella Lendini, vous êtes réalisatrice de Is There Anybody Out There? 4 victoires, 9 nominations. Vous êtes membre du jury au FIFDH toute cette semaine. Et pendant bienvenue en Suisse et bon séjour. Et Elena Pont, je rappelle que vous êtes maîtresse assistante à l'Université de Genève en section des sciences de l'éducation et vous vous intéressez notamment au parcours éducatif et professionnel des personnes handicapées. Le mot de la fin vous revient évidemment, Daniel Onchavez. Il y a une question que je dois vous poser, on est entre nous, et je pense que la Suisse veut savoir, le FIFDH veut savoir, est-ce que votre ami a réussi à ouvrir son préservatif? Conseguiu. Mas Oui, il a réussi. Mais ça lui a pris 10 minutes. Mais oui, il a réussi à accéder à son préservatif. Merci à toutes. Et belle suite de journée.